Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire des journalistes à Studio Kalangou. 3 sujets ont dominé l'actualité cette semaine. Il s'agit de la rencontre entre le Premier ministre Ali Mohamed Lamine et les représentants des syndicats du secteur de l'éducation samedi 4 janvier passé. À suivre dans le forum de la presse de ce soir, les analyses de nos confrères sur le lancement officiel le 2 janvier passé du programme de la grande irrigation dans la région d'Agadez. L'actualité, c'est aussi cette pénurie du ciment en 32,5 et du gaz butane à Niamey. Pour commenter et analyser tous ces faits, je reçois avec plaisir Abakari Arimi, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir Mokhtar. Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Le forum de la presse sur Studio Kalangou commence dans un instant. Samedi 4 janvier, le Premier ministre a rencontré la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation pour discuter des problèmes qui entravent le développement du secteur de l'éducation au Niger. Chérif Issoufou est le secrétaire général du SINASEB, une structure membre de la dynamique, explique au micro de Hassan Nourou Abdraman. Le Premier ministre s'est engagé lui-même à nous recevoir pour échanger avec la ministre de l'Éducation nationale et son staff et nos deux regroupements. Nous avions échangé, le Premier ministre lui-même a vu la nécessité de mettre en place un comité interministériel qui sera chargé de négocier avec les partenaires sociaux du secteur de l'éducation par un arrêté au plus tard à fin décembre. Il a signé ce communiqué conjoint le 31 décembre dernier. Nous l'avons reçu pas plus tard qu'avant-hier. Nous avons signé un communiqué conjoint qui n'était pas un protocole d'accord, juste un communiqué conjoint pour rendre public les décisions sorties de ce premier round de négociation. Abakari Arimi, vous venez là d'écouter Chérif Issoufou, qui est le secrétaire général du Ben Sinaseb, qui est membre de la dynamique, une structure regroupant beaucoup de syndicats du secteur de l'éducation et de la formation au Niger. Le recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique est l'une des revendications phares des syndicats du secteur de l'éducation. Quelle est votre opinion au sujet de cette tension sociale entre l'exécutif et les syndicats du secteur de l'éducation et de la formation au Niger? Bon, moi je pense que à Kalangou, on a été écouté tout simplement parce que il y a eu un faux bond. Je pense que c'est au mois d'octobre, non de novembre, quand il y a eu la rentrée. Après la grève. Après la grève de certains syndicats, décrétée par certains syndicats, il y en a qui sont apparus et qui ont voulu apparaître comme des casseurs du mouvement. Et je crois que le gouvernement s'est très bien repris, n'est-ce pas, et a pris langue vraiment avec les grévistes. Et ils leur ont promis qu'en décembre, n'est-ce pas, en janvier, qu'ils vont revenir sur les décisions qu'ils ont eu à prendre, qu'ils vont négocier et tout. Et c'est ce qui est fait à travers la mise en place du comité interministériel. Parce que c'est une lourde affaire. Mais aussi c'est une lourde affaire, c'est aussi lourd que ça pour un pays comme le Niger. Malheureusement, parce que on est pour la souveraineté, mais on n'est pas encore souverain. Nous n'avons pas la totalité de nos cartes en main. Parce que ça suppose... Les cartes, ça veut dire les moyens. Les moyens, tout simplement. Parce que ça suppose d'avoir beaucoup d'argent, n'est-ce pas? L'éducation, c'est cher. Mais l'éducation, c'est ce qu'on ne peut pas, avec quoi on ne peut pas blaguer. Si la revendication de la dynamique, c'est justement le recrutement, parce que tout passe par là. La qualité des enseignants suppose la qualité de l'enseignement, n'est-ce pas? Donc la qualité de la formation. Et le problème auquel on est confronté, c'est d'abord la baisse de niveau.
n'est-ce pas? Et à tort ou à raison, on allie le tout au niveau des enseignants, ce qui n'est pas vrai parce qu'il n'y a jamais eu dans ce pays des enseignants aussi bien formés de niveau vraiment supérieur comme maintenant. Beaucoup de docteurs, beaucoup de masters, beaucoup de licences s'enseignent souvent au niveau primaire, n'est-ce pas? Et donc, quand normalement ils sont censés être très bien dans ce qu'ils font. Malheureusement, on se rend compte d'abord qu'ils ne sont pas dans les conditions. Alors dans ce cas, quel avenir pour l'école publique nigérienne? Moi, je crois que ce n'est pas perdu. C'est tout un pays. On ne peut reculer devant rien du tout. C'est de mettre suffisamment de moyens et de moyens propres. Ce que le gouvernement dit avoir fait avec les inondations, avoir fait ça injecter avec 12 milliards de francs CFA avec des pour ressources, gérer les inondations. Voilà, des ressources internes, n'est-ce pas? Parce que souvent, quand c'est injecté de l'extérieur, on nous demande de respecter un certain nombre de conditions, notamment de ne pas recruter. Tout est parti de ça en 90. Tout est parti de ça. C'était le projet Éducation 3, où il faut former le volontariat d'abord, le volontariat, la contractualisation, le bénévolat. Il n'y a pas ce qu'il n'y a pas eu. Et l'enseignant a de tout temps, depuis une trentaine d'années, tiré le diable par la queue. Il faut le mettre. Pendant que nous on était élèves, n'est-ce pas, les enseignants faisaient partie ça faisait partie des fonctionnaires les mieux payés. Les mieux payés et donc les mieux respectés aussi. Mais aujourd'hui, ils ne le sont pas. Tout a changé, mais sauf leurs conditions de travail. Aujourd'hui, un enseignant à Niamey, tu te demandes comment quelqu'un qui loge à l'aéroport parce qu'il ne peut pas loger au centre-ville, n'est-ce pas, mais qui est obligé encore de la chercher du loyer. Mais chaque jour, il est obligé de prendre 1000 francs de transport pour aller et revenir et qui est payé 70 000 ou 100 000 à la fin de l'année. Lui aussi, il a une famille qu'il faut gérer. Tout ça fait que donc le recrutement suppose non seulement l'amélioration des salaires, mais aussi la suite d'une certaine prise en charge, la retraite et tout, et vraiment l'esprit, le calme dans l'esprit de l'enseignant. Je crois que c'est une très bonne initiative. Le gouvernement semble adhérer et ils doivent aller jusqu'au bout, c'est-à-dire s'il le faut, le recrutement de tous les enseignants contractuels, c'est ça? Ben pourquoi pas? Merci beaucoup. S'il le faut, c'est-à-dire au bout de 2-3 ans, n'est-ce pas, que le budget de l'éducation soit le budget le plus élevé du budget de l'État du Niger. Et après, on peut procéder par élimination. Après, on peut venir à la santé. Après, on peut venir à l'alimentation. Déjà, on va aborder tout de suite la question de l'alimentation. Merci beaucoup, Abachari Arimi. Abdoulaye Soumana, quelle est votre opinion au sujet des revendications des enseignants du secteur de l'éducation et de la formation au Niger? Oui, merci Mokhtar. Effectivement, avant qu'on aille en congé de Noël, le Premier ministre sortir d'une rencontre avec les syndicats, notamment la dynamique, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, qui s'était montré un syndicat vraiment représentatif, contrairement à certains brebis galeuses qu'on a eu. C'est un regroupement de syndicats du secteur de l'éducation. Oui, non, on a vu sur un plateau de la télévision, à la veille d'un mouvement, n'est-ce pas, des gens qui s'étaient comportés comme étant des briseurs de grève, mais on a vu avec le mot d'ordre, n'est-ce pas, le préavis de grève de la dynamique qui a été lancé, le gouvernement a très tôt fait de les convoquer pour essayer de discuter avec eux. C'est ce même qui a fait que la grève qui était projetée a été désamorcée et les négociations étaient ouvertes avec la ministre de l'Éducation nationale et après qui s'était orienté vers le Premier ministre et qui a promis quand même de prendre en charge leurs préoccupations, notamment à partir de janvier, à partir de 2025. 2025. Nous sommes déjà en janvier 2025. Oui, en fait, quand l'État il a été question de se revoir, le protocole avait estimé que c'est à partir de 2025. Effectivement, en début janvier, on est en janvier 2025, c'est de bonne guerre aujourd'hui, n'est-ce pas, que le syndicat, le gouvernement également se retrouve pour mettre sur pied le comité interministériel de négociation présidé par le ministre de l'Enseignement supérieur, secondé par la ministre de l'Éducation nationale et puis avec tous les partenaires sociaux qui sont en négociation avec le gouvernement. C'est une très bonne chose, surtout que je crois
que le gouvernement tient à ce que l'année scolaire soit une année vraiment stable. On atteste d'ailleurs même la sortie du calendrier des examens qu'on a eu à avoir, notamment tous les examens. Le certificat, c'est pour le 30 juin, le BPC le 26 juin et le bac le 28 et le 8 juillet. Voilà. C'est pour dire que si ces dates-là ont été déjà calées et rendues publiques, c'est que le gouvernement tient à ce que ces dates-là soient respectées et par conséquent l'année doit être stable. Autrement dit, c'est qu'il risque d'avoir des difficultés avec le front social qui a commencé par se réveiller. Alors, on estime qu'avec la mise sur pied de ce comité interministériel, que les deux parties vont quand même arriver à s'entendre, à harmoniser leur point de vue pour que l'année soit sauvée, pour que de l'autre côté, les enseignants également tirent leur épingle du jeu, notamment avec cette préoccupante question de recrutement, n'est-ce pas, des enseignants contractuels qui représentent à plus de 70%, n'est-ce pas, de l'effectif du corps enseignant. Ces gens-là, Rémi vient de le souligner, c'est des diplômés, des licenciés, des maîtrisards, des masters, etc., qui ont un background et qui aujourd'hui, moi j'ai des preuves que ces gens-là dépassent de eux-mêmes. Mais l'essentiel, c'est la motivation. Est-ce que ces enseignants sont motivés à y enseigner? Non, je crois que certains, c'est vrai, même si par ailleurs... Ou bien c'est le recrutement qui est le facteur favorisant la motivation. Déjà, ils s'adonnent, ils sont motivés. Le fait d'accepter un salaire au rabais, faire le travail, c'est déjà à saluer. Et ils le font. Moi, j'ai des cas qui dépassent de mieux ceux-là qui sont des titulaires, parce que les titulaires, généralement, eux, ils pour encore d'autres vacations, etc., etc. Vous comprenez? Maintenant, le quoi c'est que pour moi, c'est que moi, je n'arrive pas à comprendre et je souhaite vraiment que le gouvernement arrive à harmoniser, n'est-ce pas, le paiement des pécules des contractuels au salaire des enseignants, même si par ailleurs, ils sont payés par tous les agents au même moment que les agents de la fonction publique. Merci beaucoup, Ablaye Soumana. Je rappelle à nos auditeurs que Maïmouna Diado vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonsoir, Maïmouna. Bonsoir, Mokhtar. Maïmouna Diado, depuis quelque temps, le secteur de l'éducation est secoué par un mouvement social au Niger. Que peut-on retenir au sujet de cette nouvelle rencontre entre le Premier ministre et les représentants des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation au Niger? Oui, mais avant d'aller à la rencontre, d'abord, il faut se dire qu'il y a eu des négociations en amont, puisque ces syndicats sont affiliés au niveau des centrales syndicales. Et je l'ai toujours dit, quand les centrales syndicales, aujourd'hui le gouvernement va vers ces centrales syndicales, ça veut dire que ces centrales syndicales ont le rôle de remonter l'information au niveau donc de ces syndicats-là. Les syndicats ne peuvent pas aller en grève sans pouvoir également saisir leur centrale syndicale d'affiliation pour leur dire voilà les différents points sur lesquels nous on aimerait vraiment une amélioration. Et c'est partant de ces points-là que les centrales syndicales cherchent toujours à rencontrer le gouvernement pour pouvoir discuter avec le gouvernement sur un certain point sur les plateformes revendicatives de ces syndicats-là. Mais chemin faisant, quand les centrales syndicales voient que en fait, les préoccupations des enseignants ne sont pas au même niveau que les autres centrales syndicales, donc ça veut dire que la négociation ne pouvait pas aboutir. Maintenant, il y a la dynamique qui avait lancé une grève, en tout cas d'avertissement, pour pouvoir tout simplement, pour que le gouvernement se ressaisisse et les appelle à une négociation pérenne. Mais ce n'était pas le cas. Nous avons vu qu'ici au Niger, quand des centrales syndicales ou bien quand des syndicats lancent un préavis de grève, il y a toujours d'autres syndicats du même secteur de l'éducation qui viennent en tout cas pour pouvoir casser l'élan des autres. Donc ceux qui, quand on regarde, la ministre a bien fait de regarder, parce que quand vous regardez la dynamique aujourd'hui, ce n'est pas un petit syndicat. C'est un regroupement. C'est un regroupement de plusieurs syndicats de l'éducation. Et pas des moindres, des syndicats qui sont reconnus pour tout simplement la lutte que ces syndicats ont menée depuis des années. Ça veut dire qu'il fallait prendre ça au sérieux. Et je pense que maintenant, avec ces négociations, déjà cette rencontre avec le Premier ministre, ça veut dire que les choses vont aller petit à petit, les choses vont être régularisées. Et régularisées, je l'ai toujours dit, quand on donne une plateforme revendicative, même s'il y a 10 points inscrits dans la plateforme revendicative, il faut toujours essayer de voir quel est le point qu'on peut facilement gérer, rapidement gérer, pour pouvoir tout simplement faire en sorte qu'il n'y ait pas ces tensions-là de grève. Nous avons vu, on a fait des grèves inutiles.
où des enfants pratiquement ont repris des classes, des grèves inutiles où on pouvait arranger pour que ces enfants-là, parce que c'est l'avenir du Niger, pour que ces enfants-là puissent étudier dans des conditions. Un enseignant aujourd'hui qui dépose la craie pour faire de grève, ça veut dire qu'il est arrivé à un niveau où ils ne peuvent plus continuer dans les mêmes conditions de travail ou dans les mêmes conditions, en tout cas, de vie. Parce qu'il faut améliorer les conditions de vie. Mais est-ce que la situation mérite que les enseignants aillent en grève concrètement? Mais la situation mérite. La situation, parce que je dis, quand un enseignant dépose la craie, à l'appel de son syndicat, ça veut dire que c'est vraiment grave. Ça veut dire que l'heure est grave. Soit vous améliorez leurs conditions, la rémunération là, améliorer au moins cette rémunération. Parce qu'on parle de contractuel, on parle de titulaire, et des fois ça blesse quand on parle de contractuel et de titulaire. Quand vous partez dans une classe, il y a le travail que le contractuel est en train de faire pèse plus que le travail que le titulaire est en train de faire. Donc, pourquoi aujourd'hui ne pas casser le mythe entre contractuel et titulaire et bon sang, aller vers le recrutement de ces enseignants, puisqu'il y a beaucoup qui risqueraient d'aller à la retraite sans rien. C'est ça aussi le problème. Le gouvernement n'a qu'à regarder de ce côté pour que ceux qui sont à l'approche de la retraite puissent bénéficier au moins de quelque chose. C'est ça en fait les conditions. Merci beaucoup à vous trois pour vos premières analyses sur notre premier sujet, la rencontre entre le Premier ministre et les représentants des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation au Niger. Chers auditeurs et internautes, restez branchés, il nous reste encore 2 sujets à aborder. On observe une courte pause. Passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse sur Studio Kalangou. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, El Hadj Mahaman Ousmane, a officiellement lancé jeudi 2 janvier 2025 le programme des grandes irrigations à Tigri 8 dans la commune rurale d'Ingal, située dans la région d'Agadez. Pour cette région, les sites identifiés pour la réhabilitation couvrent une superficie de 45 hectares répartis sur 2 périmètres irrigués, à savoir Tigri 8 1 et 2. En outre, 402 hectares sont prévus pour l'aménagement de nouveaux périmètres irrigués, a indiqué le ministre Mahaman Ousmane dans son discours de lancement des travaux. À Bachararimi, le Niger dispose de ressources naturelles suffisantes pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, selon les techniciens du domaine. Que peut-on retenir au sujet du programme de la grande irrigation du CNSP et de son gouvernement? Mais ça, c'est sincèrement un programme ambitieux, passionnant. Parce que je trouve que c'est ce qu'il faut pour ce pays. L'autosuffisance alimentaire. En tout cas, je crois que c'est ce qui peut faire l'unité des Nigériens sur toute la ligne. Il n'y aura pas un Nigérien qui peut s'opposer à ça. De tout temps, nous avons disposé de la terre. N'est-ce pas? Nous avons l'un des plus grands pays. Des ressources en eau suffisantes. Des ressources en eau selon toutes les sources, n'est-ce pas? Vraiment suffisantes. Des nappes phréatiques. Et des eaux de surface. De surface vraiment suffisantes pour produire suffisamment. Et il n'y a que de tout temps la volonté politique qui a manqué. Et aujourd'hui, on se rend compte que, sincèrement, j'espère vraiment que ça va aboutir bientôt, parce que ça fait quand même un peu plus d'1 an que ça a commencé, déjà à Difa, Zender. En tout, ce sont 2000... À Niamey, c'est toutes les régions. Les Maradi, oui. Zender. Et je pense que c'est la clé pour tous les problèmes auxquels nous faisons face. Que ce soit le problème de santé, n'est-ce pas, de l'éducation, tous les problèmes sociaux auxquels nous sommes confrontés, je pense que leur point d'attache, c'est l'alimentaire. Parce que de tout temps, depuis le temps de nos aïeux, n'est-ce pas, la famine a constitué vraiment un obstacle majeur au développement de notre pays. Et si on arrive à régler ça, j'ai tout le temps pensé que c'était facile, parce qu'il fallait juste avoir le courage. Oui, mais quel courage on n'aurait pas? Est-ce qu'un gouvernement de transition a les moyens nécessaires, écoutez, moi, je suis même
Je suis même surpris qu'il n'y ait pas encore les résultats escomptés. Parce que normalement, par exemple, il était prévu qu'on ait des récoltes de l'ordre de 600 000 hectares de riz, n'est-ce pas, pour l'aménagement, les aménagements déjà mis en place. Bon, est-ce que ça va prendre... Les inondations ont faussé certains calculs. Oui, ont faussé, mais je crois que ce n'est que partie remise. Et déjà, les inondations n'ont fait que peut-être arranger les choses. Vaut mieux connaître les problèmes à temps que d'attendre avant de se rendre compte qu'on s'est trompé, comme le pont de la sortie de Niamey. N'est-ce pas? Et je pense que ce n'est que partie remise, que normalement, au bout de quelques mois, nous devons avoir les résultats de ces aménagements-là qui vont sortir et qui vont soulager les Nigériens. Et je suis certain, les retombées seront inestimables. Les gens pensent que non, on n'aura pas faim, mais c'est plus que ça qu'on aura. Les enfants, aujourd'hui, beaucoup d'enfants n'y vont pas à l'école parce que leurs parents ne peuvent pas s'asseoir, les envoyer à l'école et pouvoir manger. Aujourd'hui, beaucoup de filles ne vont pas à l'école à cause de ça. Et aujourd'hui, beaucoup de Nigériens sont sur la route de la migration à cause de ça. Le jour où on va dire que le Niger ne va pas importer, ne serait-ce que uniquement le riz, moi je suis persuadé que beaucoup de choses vont substantiellement changer et on peut regarder d'autres côtés. Parce qu'on est trop préoccupé à manger. Les revenus des familles sont tournés à 80% vers l'alimentaire. Oui, on va peut-être venir sur le ciment. Réduire le prix du ciment, c'est bien. Mais les gens sont préoccupés d'abord à manger. Et ça, si on arrive à résoudre... Merci d'abord moi, ça me passionne. Pour allumer les signaux. Merci. Ça me passionne. Merci beaucoup, Abachar Arimi. Memouna Diado. Les ressources en eau sont constituées par d'importants réseaux hydrographiques d'eau de surface, plus de 32 milliards de mètres cubes par an. Ce potentiel en eau est sous-exploité avec moins d'1% mobilisé à des fins agricole et pastorale selon la revue annuelle conjointe 2022 du ministère de l'Agriculture 2023. Que peut-on savoir au sujet de l'engagement des autorités de la transition nigérienne dans le domaine de la souveraineté alimentaire? Dans le domaine de la souveraineté alimentaire, tu viens de dire à l'instant que le ministre de l'Agriculture a lancé le jeudi au niveau donc de la commune rurale de Ingal. Le programme de la grande irrigation au titre de la région d'Agadez. Donc je pense que déjà il y a des solutions qui sont en train d'être prises par rapport au contenu d'eau souterraines que nous avons. Donc, ça veut dire qu'il faut les utiliser. Il faut savoir comment les utiliser aussi. Et on l'a toujours dit, même les pluies, les eaux de ruissellement, de surface, doivent être récupérées et également permettre aux gens, aujourd'hui, à ces jeunes qui n'ont pas de travail à faire, d'être dans ces actions d'irrigation, donc de périmètre, leur donner la possibilité de faire la culture de contre-saison. Pourquoi pas? Donc, il faut expérimenter après Ingal, il faut également essayer d'expérimenter. Moi, je me dis, dans chaque région, il y a là où on peut expérimenter ce genre de programme. Donc, en tout cas, le programme a été lancé au niveau de toutes les 8 régions du Niger. Oui, ça permettrait vraiment d'occuper nos jeunes. Ça permettrait également aujourd'hui de faire face à cette situation d'insécurité alimentaire. Ça permettrait aujourd'hui également que les gens se retournent vers la terre. Parce qu'on a comme l'impression que tout le monde veut travailler dans un bureau. Alors que ce n'est pas possible de travailler dans un bureau. Mais il y a la possibilité aujourd'hui de retourner à la terre. Pourquoi pas? Chacun de nous peut avoir un lopin de terre cultivable. C'est une opportunité au Niger. C'est une opportunité au Niger. Et ça permettrait, comme je l'ai dit, de combattre cette insécurité alimentaire. Parce que tout le temps, on parle d'insécurité alimentaire. Mais bon Dieu, depuis des années. Donc, si on n'arrive pas à finir avec cette situation d'insécurité alimentaire, au moins qu'on ait l'espoir que même après nous, on ne parlera plus de cette insécurité alimentaire au Niger. Si le Burkina Faso qui est à côté a pu expérimenter et sortir de cette situation d'insécurité alimentaire, mais pourquoi pas le Niger?
Merci beaucoup, Memouna Diado, Ablaye Soumana. Le secteur agricole constitue le secteur le plus important de l'économie du Niger. Ainsi, plus de 80% de la population vit en milieu rural contre 20% en milieu urbain, selon toujours la revue annuelle conjointe 2022 du ministère de l'Agriculture 2023. Quelle est votre opinion au sujet du programme de la grande irrigation au Niger? C'est une excellente initiative. Après tout, tous les régimes qui sont succédés ont voulu lutter pour l'autosuffisance alimentaire. Nous avions connu 3 N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Bon, qui a fini par être un simple slogan. Mais je crois selon moi justement, j'ai dit, c'est pourquoi j'ai mis un peu j'ai utilisé le verbe d'état, le verbe sembler. Voyez-vous. Donc, on estime que avec cette initiative du CNSP et de son gouvernement, pour tendre vers l'autosuffisance alimentaire, les Nigériens ne peuvent qu'être vraiment unanimes sur cette question. Arimi l'a dit. Et je crois que si les moyens qui ont été annoncés à mettre en œuvre pour atteindre cette autosuffisance alimentaire, ce sera vraiment un grand ouf qu'on tirera le chapeau au CNSP. Ils ont dit quelque chose de 520 milliards de francs CFA avec la contribution en grande partie nationale, plus la BAD et même la coopération italienne. Je crois que c'est les pays qui vont essayer de nous accompagner dans cette quête, n'est-ce pas, de notre souveraineté alimentaire. Tous les pays qui aujourd'hui sont suffisants, aujourd'hui je peux m'exprimer ainsi, c'est parce qu'ils ont eu à combattre la faim. Ils ont aussi injecté beaucoup de moyens. Bien sûr, et je crois que c'est à cela que le CNSP a commencé à faire, à s'atteler, et c'est un engagement peut-être à plus ou moins brève échéance. On verra, le programme, ça va s'étaler jusqu'en 2027, je crois, 2024-2027. Et en ce moment, on pourra dire que peut-être que si Dieu le veut bien, que les Nigériens quand même n'importeront pas, n'est-ce pas, donc du riz, et que le riz sera accessible. Encore qu'on aura également du blé, n'est-ce pas, et bien d'autres denrées alimentaires que la culture de contre-saison va amener également à combler. Ablaye Soumana, que faire selon vous pour accroître la productivité au Niger? Il faut mettre les moyens techniques et les ressources humaines. Jusque-là, les Nigériens travaillent avec les moyens rudimentaires, tels que la houe, la daba, les healers et autres. Je crois que nous revenons de très loin, nous revenons de très loin, et que je crois que cette politique doit être une politique, n'est-ce pas, qui va s'inscrire sur la durée dans la mécanisation, n'est-ce pas, donc de l'agriculture. Mécaniser l'agriculture, suppose aussi avoir des gros moyens, des tracteurs, des motoculteurs. Bien sûr. Et aujourd'hui, nous sommes dans une transition. Ne perdez pas de vue que nous sommes en train de compter sur nos propres moyens. Aujourd'hui, on peut... En même temps, combattre l'insécurité. C'est ça. L'insécurité est en pole position en tant que gouffre même de budget. Vous conviendrez avec moi. Aujourd'hui, après l'insécurité, c'est peut-être le social que le CNSP est en train de prendre avec l'autosuffisance alimentaire, avec la santé. On a vu récemment un téléthon dans ce sens. Et puis les frais de soins de santé qui ont été revus à 50%. Donc, voyez-vous. Donc, c'est les secteurs sociaux, n'est-ce pas, de base que le CNSP est en train de s'attaquer pour pouvoir quand même un temps soit peu soulager le vécu quotidien des citoyens nigériens qui est de plus en plus difficile. Merci beaucoup, Ablaye Soumana. Abakar Arimi, vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Non, pour améliorer la productivité. Je crois que... c'est pourquoi j'ai dit un pays, nous sommes dans un village planétaire, n'est-ce pas? Des techniques ont été développées par des grands pays tels que la Chine, la Thaïlande, l'Inde. Le Niger peut s'inspirer. On peut s'inspirer, mais on peut aller chercher la science, n'est-ce pas, qui permettent de faire le plus de récoltes, n'est-ce pas, dans un hectare. Parce qu'il semblerait que jusque-là, nous, on produit parfois 10 fois moins
que ce qui serait produit dans d'autres pays sur un périmètre donné. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut aller chercher. Et je sais qu'on a des gens, des jeunes compétents, formés en agronomie et dans le secteur de l'agriculture en général. Je crois que ça, c'est des choses faisables. Et il ne faut pas négliger ce que l'INRA est capable de faire. Quand vous leur rendez visite, quand ils organisent des portes ouvertes, il y a des choses qu'on ne connaît pas encore. Et donc, donner à César et à ce qui est à César, placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et je crois qu'il y a un moyen vraiment de booster notre productivité. Rapidement, Maimouna Diado. Oui, en fait, c'est ce que je voudrais dire que Armi vient de dire à l'instant. Il faut donner à César ce qui lui appartient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas investir pour investir. Il faut donner la possibilité à ceux qui connaissent leur travail, ceux qui peuvent faire quelque chose, de le faire. Il ne faut pas qu'on revienne avec cette histoire de 3 ans. Les Nigériens nourrissent les Nigériens, où on ne sait même pas là où nous en sommes jusqu'à présent, parce qu'on ne parle plus. C'est un slogan. Donc, il ne faut pas qu'on aille aussi dans le même sens. Non, c'est un slogan, c'est aussi un programme oui, c'est ce agricole. Que je suis en train de dire. C'est le régime déchu. Le slogan a eu le dessus sur le programme. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas investir pour dire qu'on a investi tel milliard alors qu'à la fin, il n'y a rien à Selon vous, il faut orienter les ressources là où il faut. Là où il faut. Les ressources humaines, il faut des ressources, des personnes compétentes. Qualifiés. Aujourd'hui, l'université Abdelmoumouni de Niamey en a formé aujourd'hui des jeunes qui sont de l'agronomie, il y a aujourd'hui l'IPDR aussi. Il y a l'IPDR de Kolo. Aujourd'hui, pourquoi ne pas utiliser ces jeunes-là? Pourquoi ne pas leur donner la possibilité de montrer qu'ils valent quelque chose dans ce pays? Merci. Et qu'ils peuvent, qu'ils peuvent apporter un plus. Merci pour vos points de vue. On prend une courte pause avant d'amorcer la 3e et dernière partie du forum. Après la réduction du prix du ciment, une décision prise par le gouvernement nigérien depuis quelque temps, on assiste à un problème de disponibilité du ciment en 32,5 à Niamey. Et depuis quelque temps également, on assiste à une pénurie du gaz domestique à Niamey. Abdoulaye Soumana, depuis la décision prise en octobre 2024 par l'État de revoir à la baisse le prix du ciment gris 32,5, il est constaté ces derniers temps une pénurie inexpliquée de ce ciment sur le marché alors que la demande augmente. Comment expliquer cette situation? Vous venez de dire, d'employer le mot inexpliqué. Inexpliqué, effectivement. Moi, j'ai tenté de chercher à savoir la cause de la pénurie. La pénurie. Est-ce que c'est une pénurie artificielle créée de toutes pièces? Est-ce que c'est une spéculation? C'est pour faire de la spéculation. L'un dans l'autre, ceux qui sont en pole position pour pouvoir nous éclairer, ils ne l'ont pas fait. En tout cas, au stade actuel, moi, je n'ai pas eu vent. Est-ce que c'est un problème de transport, logistique, un problème de production? Monsieur Mokhtar, je crois qu'il y a eu entre la SORAS et la SONIDEP, qui est chargée de la commercialisation des hydrocarbures, et la SORAS qui est la société de raffinement. Vous parlez du gaz domestique? La SORAS produit du gaz domestique à hauteur de 5,7%, je crois. Je crois bien. Alors, quand il y a eu tout récemment, je fais une petite parenthèse à cette petite pénurie de carburant, la SORAS est montée au créneau, la SONIDEP est montée au créneau, chacun s'est rejeté la responsabilité et paf, maintenant on a eu quelque part des stations qui ont commencé à prendre. Et subitement, on constate, n'est-ce pas, la pénurie, n'est-ce pas, du gaz domestique. Et là où on trouve ce gaz, on le vend encore très cher, plus cher que ce qu'on avait l'habitude d'acheter. D'abord, la bouteille de 6 kilos qui fait officiellement 1800 francs, officiellement le prix officiel, je crois 1800 est revendu à 2500. Et aujourd'hui, moi j'ai eu quelqu'un qui m'a dit que c'est à 3000 francs que quelque part on lui aurait machiné. Donc voyez-vous, monsieur Mokhtar, on ne comprend pas. On produit
et le ciment, et le gaz, et pourtant on en manque. Et pourquoi? À qui la faute? Avez-vous cherché à savoir pourquoi? Moi, j'ai cherché à savoir, mais je n'ai pas eu de réponse. Honnêtement, je suis resté sur ma faim. Je me dis, où allons-nous? Où allons-nous? Merci beaucoup, Ablaye Soumana. Maimouna Diado, depuis quelque temps, les consommateurs de Niamey sont confrontés à une pénurie de gaz domestique en raison des difficultés d'approvisionnement de ce combustible. Que peut-on retenir à ce sujet? C'est un sujet, en fait, ça date de très 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 longtemps dans ce pays-là, qu'on parle du gaz, on parle de pénurie, on parle de prix cher pour le gaz. Tout ça là pour le gaz seulement? Pour le gaz butane. Oui, parce qu'il y a eu même un comité qui avait sillonné et qui avait donné des numéros verts. Ça c'est au sujet du respect des prix. C'est ce que je suis en train de dire. Autant il y a le gaz, autant le prix ne diminue pas. Autant il n'y a pas le gaz, et voilà, nous sommes toujours dans la même situation. Ça veut dire qu'on ne comprend rien avec le gaz. On ne sait, en tout cas, moi, je ne sais même pas ce que je peux dire par rapport à ce gaz-là, au gaz. Le gaz... Vous êtes journaliste, vous avez cherché à savoir pourquoi? Tu sais, ici au Niger, là, quand tu veux aller en profondeur dans tes investigations, tu arrives à un endroit où ce n'est pas possible. Ça veut dire que ce n'est pas possible, c'est pourquoi? Parce que tout simplement, ceux qui prennent le gaz au niveau donc, de la Soraz pour amener ça ici et vendre... Ici à Niamey. À Niamey ne te diront jamais la vérité. Les détaillants ou ceux qui prennent les grossistes, qui prennent aussi avec ces gens-là, ne te disent jamais la vérité. L'État non plus. L'État aussi ne communique pas autour de cette situation du gaz. Donc il y a un flou qui est entretenu. Il y a un flou qui est entretenu parce qu'au moment... Mais selon vous, à qui profite ce flou-là? Mais ça ne profite pas à nous en tout cas. Ça ne profite pas non plus à l'État? Ça ne profite pas aussi à l'État. Mais c'est ça le problème. Et c'est pour ça que nous ne comprenons pas pourquoi l'État se tait par rapport à ça. Parce que si ça ne rentre pas dans les caisses de l'État et que nous autres, nous sommes en train de subir, nous qui sommes les consommateurs, où l'État doit en tout cas faire en sorte que les consommateurs là ne soient pas biaisés, mais nous sommes biaisés sur toute la ligne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu achètes le kilo de gaz butane, 12 kilos là, c'est à 5 000. Alors que ça devrait être vendu à 3 750. Bon Dieu, même si le vendeur est chez toi, à côté de ta porte, tu l'achètes à 5 000. Donc, ça profite à qui? Nous, on ne voit rien. Mais là, c'est que peut-être la même chose que le ministre du Commerce a fait avec les vendeurs du ciment, ou bien les grossistes qui prennent le riz pour venir nous vendre ça un peu très cher, peut-être que la même situation ou bien les mêmes dispositions seront prises à l'encontre donc de ces vendeurs de gaz aussi. Parce que qui refusent d'obtempérer. Qui refusent d'obtempérer. Quand il n'y a pas le gaz, là on sait qu'il n'y a pas le gaz. Mais quand il y a le gaz, il faut que nous autres, les consommateurs, nous puissions respirer. Maintenant, les gens ne voient même pas la cherté. C'est rare. Oui, c'est la disponibilité qui te défaut. Mais ici, là, la disponibilité, chaque fois quand on dit on veut réduire sur les prix de quelque chose, c'est là où on vient, on dit non, il n'y a pas pénurie de gaz, pénurie de ciment. Ici, là, on l'avait dit. Quand on avait dit que le ministre du Commerce, quand il avait pris la décision de fermer certains points de vente du ciment, là, on l'avait décrié ici, puisqu'on avait dit que c'est une occasion aussi donnée à ces vendeurs de ciment aussi de dire qu'il n'y a pas, d'aller faire la spéculation. Voilà. Merci beaucoup, Maimouna Diado. Abakari Arimi, avez-vous cherché à savoir pourquoi le ciment en 32,5 et le gaz butane deviennent de plus en plus rares à Niamey? Moi, je pense que je veux m'appesantir surtout sur l'aspect du gaz butane, gaz domestique. Mais vraiment, c'est un scandale. Tous les régimes pratiquement qui se sont succédés depuis 20-30 ans ont essayé, mais ils n'arrivent pas à réguler ce secteur-là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi je suis contre les monopoles et contre le libéralisme aveugle. Parce que c'est au nom de ça que tout a été privatisé et on empêche... Pour le gaz, l'État a quand même les moyens de créer des centres amplisseurs un peu partout dans toutes les villes, dans tous les 5 arrondissements, dans toutes les communes à Niamey. Quand on était petit, je suggère que l'État et les boutiques témoignent et remettent en place le contrôle du prix, n'est-ce pas? Parce que le gaz,
aujourd'hui, nous ne l'importons pas. N'est-ce pas? Ça vient de Zender. N'est-ce pas? Il y a aussi une autre partie qui vient du Nigeria. Oui, mais qui est importée. Mais parce que le prix est à peu près comparable à ce qui est produit au Niger. Et dans tous les cas, le prix, c'est l'État qui l'a déterminé. À l'époque, si tu veux acheter du savon, n'est-ce pas, que ce soit à Bilma ou à Niamey, c'est le même prix, le savon, la vie belle, aujourd'hui, Copro, là, un Copro. N'est-ce pas? Qu'ils se vend plus, qu'on ne trouve plus à Niamey. Non, voilà. Voilà. Donc, ainsi de suite, on doit réguler parce que, comme on dit traditionnellement, hein, si tu essaies de t'adosser à un mur qui se trouve loin de toi, ta tête risque de toucher le sol. Ça, c'est un proverbe doux. Ok, justement. Est-ce que tu comprends? Si j'essaie de m'adosser à ça, sinon je risque de tomber. Autrement dit, on n'a pas atteint là où on peut permettre à des gens qui n'ont pas encore fini d'accumuler, n'est-ce pas, de prendre en otage des secteurs vitaux, tels que l'alimentaire, tels que le sanitaire. N'est-ce pas, pour qu'ils déterminent, ils s'entendent entre eux, ils rehaussent. Regardez ce qui s'est passé là où, ce qui a amené le gouvernement à arracher carrément le marché de riz à des opérateurs économiques. Parce que toutes les mesures sont prises, le prix ne baisse pas. Autrement il y a eu des mesures de détaxation. Il y a tout, mais le prix ne baisse jamais. Et voilà que le mois de Ramadan s'en vient. N'est-ce pas? C'est pour aller en... Vous avez vu, depuis que la frontière était fermée, que rien n'entrait, le kilo de banane est passé à 1000 francs. C'est resté à 1000 francs jusqu'à aujourd'hui. La pomme de terre à 1000 francs. À 1000 francs, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. À pareil moment, le prix de la pomme de terre baisse d'habitude. Donc, c'est pourquoi l'État doit s'y mettre de plein, vraiment en plein dans le secteur commercial, parce que nous sommes très véreux, nous Nigériens. On se veut pousser les arbres, la barbe, prendre le chapelet tout le temps, mais on n'est pas vraiment soucieux du devenir de notre prochain. Ce qu'on achète, on veut plus du double, plus du triple de bénéfices. Et autrement, aujourd'hui seulement, s'il y a une pénurie de l'eau même, vous allez voir, les gens vont se mettre à nous vendre des pieds à water qui sont là déposés depuis un mois. Ils vont se mettre à vendre ça à 100 francs, même 250. Mais on va où? Et donc, l'État doit prendre son pouvoir. Concrètement, Abakar-Arimi, est-ce que le gouvernement a la solution à cette problématique? Mais la solution est là. La solution est là. C'est notre bien-être qui est leur objectif, qui est leur mission. Le bien-être de tous les citoyens nigériens. N'est-ce pas? On ne peut pas permettre à quelques commerçants, à quelques individus de prendre en otage les gens de cette manière-là. On sait ce qu'on paye les fonctionnaires nigériens. On sait le travailleur nigérien par mois, qu'est-ce qu'il peut gagner. N'est-ce pas? Mais quand tu lui mets le loyer, ça va lui coûter 200 000, le transport va lui coûter 100 000, tu sais que le gars, il ne va pas gagner plus de 80 000, mais pourquoi il ne volerait pas? Merci beaucoup, Abakar-Arimi. Rapidement, Mamoudou Diado, quelle solution vous préconisez? Mais la solution, c'est ce que Arimi vient de dire. Qu'est-ce que Arimi vient de dire? Le ministère du Commerce, là. Le ministère du Commerce doit descendre dans les marchés, doit réglementer les prix, doit s'assurer que si on vend la pomme de terre à tel prix, il faut que partout ça soit la même chose. Parce que vraiment, on n'arrive pas à faire la différence entre les produits que nous-mêmes nous mettons ici au Niger et les produits qui nous viennent d'ailleurs. C'est les mêmes prix. Et d'ailleurs, les produits qui viennent du Niger, les produits qui sont produits sur place, sont des fois plus chers que même les produits qui viennent d'ailleurs. Donc, moi je me dis, regardez, aujourd'hui là, regarde seulement le criquet. On va avec le criquet. La tasse du criquet aujourd'hui, ça fait 1250. Pour un consommateur, celui qui veut l'acheter, tu vas faire. Mais est-ce que les Nigériens sont obligés de... C'est un exemple que je suis en train de prendre. Parce que quand tu veux consommer, tu dois consommer quand même. Mais quand tu fais le marché... C'est un droit. Mais c'est un droit. Quand tu prends le marché du début jusqu'à la fin, c'est le même prix. Rien. Personne ne bouge, même un 100 francs, il ne va pas t'enlever. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se lève un bon matin, quand tu as 2 ou 3 vendeurs de condiments dans ton quartier, quand tu fais le tour, celui-là va te dire que ça c'est 100 francs, et quand tu vas de l'autre côté, c'est 200 francs. Merci beaucoup à tous. Il n'y a pas de prix à régulariser. Il faut régulariser, en tout cas le ministère du Commerce. Moi je lui tire chapeau. Il a commencé à montrer
il peut le faire, donc il doit le faire. Merci à tous. Nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangou. Merci à nos invités, Memouna Diado, journaliste indépendante, Abachari Arimi, journaliste à la radio alternative, et Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chères auditrices, auditeurs et internautes, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Merci aussi à la technique assurée par Seini Isaka. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci à toutes et à tous. À la prochaine.